Bonjour à tous. La fièvre électorale s'est emparée du Cameroun. Le pays vit désormais au rythme de la campagne présidentielle. Et lors de la première journée, la majorité des candidats a choisi le littoral pour convaincre les indécis et sympathisants de leur accorder leur voix en vue de remporter ce scrutin présidentiel prévu le 7 octobre 2018. Et l'un des candidats attendus à l'ouverture de la campagne électorale n'est apparu dans aucun meeting de son propre parti politique. Le président sortant, candidat du RDPC, a choisi de battre campagne d'abord sur les réseaux sociaux et d'y présenter son bilan et son programme socio-politique et économique pour les 7 prochaines années. Également, le candidat du RDPC n'a pas hésité à présenter sur les réseaux sociaux ses soutiens, à l'instar des leaders politiques du G20 et la jeunesse de la diaspora G35. Dès lors, la bataille des alliances politiques fait rage au Cameroun. Cette semaine, la presse est appesantie sur des transhumances politiques, celle de Christian Penda Ekoka, conseiller du président de la République, qui a rejoint le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, et Jean-Jacques Ekindi, coordonnateur national du mouvement progressiste qui soutient désormais Paul Biya. Au regard de la théâtralisation de la scène politique, quel est l'effet de ces alliances et soutiens sur la route d'Etoudi 2018 ? Ces transhumances sont-elles effectuées dans l'intérêt général des populations ou sur la base des calculs politiques personnels ? Ces questions sont loin d'être les seules préoccupations des Camerounais. L'enlisement de la crise socio-politique anglophone soulève une nouvelle vague de réactions des leaders religieux. Ils ont critiqué la lenteur et les méthodes inadéquates avec lesquelles le gouvernement agit pour résoudre ce problème. Ils ont dénoncé les exactions des groupes armés séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement a été appelé à initier dans l'urgence un plan national de résolution de la crise anglophone. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et ce dimanche, je reçois sur ce plateau Hilaire Zipan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal du mouvement progressiste et porte-parole de cette formation politique. Invité également ce dimanche sur ce plateau, Alain Dipou. Bonjour. Bonjour Cédric Mouffelet et merci pour l'invitation. Je précise que vous êtes grand reporter pour le quotidien Le Messager. Entre-temps, ça a beaucoup évolué de ce côté. Je vous en prie. Avec l'arrivée d'un nouveau directeur de publication, il y a eu de nouvelles nominations. Effectivement, votre modeste serviteur a été porté au poste de conseiller du directeur de publication et c'est tout un honneur et un privilège que de servir ce journal qui est plus que trentenaire aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur ce plateau également, Emmanuel Kounié. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric et merci de me convier à cette réflexion hebdomadaire. Cadre militant du SDF présent avec nous. J'annonce également que le 4e invité est Hervé Emmanuel Combe, membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Et je démarre avec vous, Alain Dipou, sur c'est l'intérêt que la presse a accordé à cette transhumance politique observé cette semaine, le même jour pratiquement, à Yaoundé, alors que Christian Penda Ekoka annonce qu'il rejoint Maurice Kamto pour battre campagne sous les couleurs du MRC à Douala. C'est Jean-Jacques Ekindi qui annonce son soutien à Paul Biya dans le cadre de cette élection présidentielle. Comment la presse a-t-elle analysé ces différentes transhumances politiques ? Je pense que le nomadisme politique qu'on observe ces derniers temps participe tout simplement du jeu politique et la presse ne pouvait pas s'en empêcher de constater qu'effectivement on assiste à un bal de vautours, des revirements à 180 degrés qui trahissent une certaine fébrilité dans les convictions politiques et les aspirations même de la plupart de ces leaders-là. Je voudrais dire que si on n'a pas vu venir le chasseur du lion, grande a été quand même la surprise d'une certaine opinion qui ne s'attendait pas à ce que le chasseur du lion hier autoproclamé soit aujourd'hui présenté à la face du monde comme
la proie, la victime du lion plutôt. Cette image-là, d'un chasseur de lions devenu une victime de l'animal, de l'homme-lion qu'il a chassé durant une vingtaine d'années dans les rangs de l'opposition. L'image lui colle à la peau parce que chaque fois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, vous vous souvenez que Jean-Jacques Ekindi, puisqu'il s'agit de lui, a été candidat à la présidentielle de 92, 97 et je crois 2011. Et donc, à chaque fois, il s'est positionné comme celui qui viendrait chasser le lion. C'est pour cela que cette image lui colle à la peau. Aujourd'hui, il dit soutenir le lion qu'il poursuivait hier. Ça veut dire que, pour l'opinion, c'est un revirement spectaculaire. Même comme, il va peut-être le repréciser, il y a déjà une polémique autour de ce revirement qui consiste à dire que, en fait, la position de M. Ekindi n'engage pas l'entièreté de l'entité qu'est le mouvement progressiste, dont il est par ailleurs le coordonnateur. Parce qu'on se souvient que ces derniers temps, on a vu Hilaire Ipan, aux côtés de Limbi Lobe et d'autres forces vives du changement, ferrailler dur pour que l'opposition ait finalement une candidature unique, qu'il y ait une fusion, n'est-ce pas, une mutualisation même des forces, pour que face au champion de Hervé Manuel, comme qui nous rejoint sur ce plateau, soit véritablement mis en difficulté. Donc, on n'a pas compris comment à la dernière minute, alors qu'on espérait une annonce du genre Ekindi est derrière les forces du changement, qu'on s'entende plutôt à observer qu'il a pris une position qui semble plutôt aller même à contre-courant même de son idéologie et de toute sa trajectoire politique. Parce que sorti du RDPC, vous vous souvenez qu'il a été président de la grande section du RDPC à l'époque, et sorti, n'est-ce pas, de cette affaire-là, on a vu en lui quelqu'un qui avait des idées novatrices pour un changement dans ce pays. Alors on n'a pas donc compris ce revirement pour un retour à la maison finalement. Jean-Jacques Ekindi, l'homme lion dévoré par le lion, c'est l'image que la Nouvelle Expression a utilisée cette semaine. Et vous, Hilaire Ipan, comment avez-vous réagi lorsque vous avez lu dans la presse ce nouveau positionnement de Jean-Jacques Ekindi qui soutient désormais la candidature de Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle? Je suis surpris que c'est dans la presse que je dois lire. Non, je ne lis pas les positions du coordonnateur général du mouvement progressiste, si tant est que c'est l'autre coordonnateur dans la presse. Je voudrais très simplement, et avec un peu de consistance, donner la trajectoire qui a été la nôtre au mouvement progressiste. Depuis 2 ans, nous avons personnellement, en tant que conseiller municipal, responsable de la communication du parti, bataillé pour que l'opposition puisse avoir un candidat consensuel. Chaque mot ici a sa place. Sur ce plateau, je suis passé à maintes reprises. Nous avons fait des propositions. Je voudrais rappeler à tous ceux qui pensent peut-être que c'est un revirement pour le coordonnateur, que ceux qui étaient à la conférence de presse auraient dû lui poser suffisamment de questions pour que l'éclairage soit fait. Et pour vous, comment vous percevez, comment vous réagissez à la suite de cette décision de Jean-Jacques Ekindi de soutenir Paul Biya pour cette élection présidentielle? Avec tout le respect que je vous dois, M. Noufélé, si c'est pour escamoter seulement sur les précisions, personne ne comprendra de quoi il s'agit. Vraiment, je suis désolé, si c'est dans ce cas-là, on ne comprendra pas. Il faut avoir du temps pour que les téléspectateurs comprennent. Parce que si vous interrogez, vous dites chasseur du lion, dévoré, vous utilisez tous les termes. Il faut bien qu'on fasse la clarification pour que les téléspectateurs comprennent. Sinon, ça ne sert à rien. Je vous en prie, allez-y. Bien. Une fois que j'ai dit ça, donc ça veut dire que le parti s'est inscrit dans la recherche d'un candidat consensuel. C'est la raison pourquoi, ayant reçu mandat du parti, Jean-Jacques Ekindi a eu la conférence de presse du Hilton, a été claire. Il voulait être candidat pour apporter à l'opposition. Une position du parti des cadres lui ont demandé de ne pas le faire. Et c'est la raison pourquoi M. Ekindi n'a pas été candidat. Pour être le facilitateur de ce candidat consensuel. Il faut que ça soit clair. C'est là le départ. Par la suite,
M. Ekindi a fait une conférence de presse, le 13 août précisément, a indiqué comment il entendait œuvrer pour que l'opposition puisse avoir ce candidat consensuel. Très clairement, les journalistes ont participé. Et au sorti de ça, les démarches ont été entreprises. Il tire les conséquences en tant que Jean-Jacques Ekindi, aujourd'hui, d'être dans l'incapacité de pouvoir jouer ce rôle jusqu'au bout. Il tire les conséquences en tant que Jean-Jacques Ekindi. Notre parti a ceci de particulier qu'il y a deux responsables. Le coordonnateur général élu par un congrès et bien entendu le chargé de la communication que je suis. Dans les propos liminaires de M. Ekindi, qu'il a distribué à tous les journalistes, il faut que je les montre pour que les téléspectateurs, pour que le débat soit clos, nulle part le parti ne s'exprime sans les emblèmes du parti. Et à la fin, les statuts du parti signent le coordonnateur général. Donc, M. Ekindi, c'est lui qui a fait le parti, a précisé à l'endroit de la presse qu'il signe en tant que Jean-Jacques Ekindi, personne physique, donc pas le coordonnateur. Donc, après avoir pris acte de cette position, j'ai pris le départ. Je suis allé à Yaoundé, je suis allé à Bafoussam, j'ai rencontré le responsable et nous avons convenu de ce qui suit. 1. Nous continuons à rechercher ce candidat consensuel. 2. Nous lui apporterons notre soutien. Aussi clair, net, limpide. Voilà la position. Est-ce que vous reconnaissez dans la position prise par Jean-Jacques Ekindi qui décide de soutenir Paul Biya à l'élection présidentielle? Je viens de vous dire que les propos liminaires de M. Ekindi sont signés l'honorable Jean-Jacques Ekindi. C'est aussi clair que cela. Donc, en tant que responsable du parti, chargé de la communication, le parti se serait entouré, bien entendu, des emblèmes du parti. Et le parti est coordonné par le coordonnateur, si vous voulez que je dise comme ça. Et le coordonnateur qui décide de soutenir Paul Biya et le parti, lui, est à la recherche d'un autre candidat consensuel. Dans quel climat aujourd'hui se trouve les journalistes, le mouvement progressiste? Vous voyez que vous n'avez pas couvert la conférence de presse. Les journalistes qui étaient là auraient dû lui poser la question, lui, est-ce qu'il le dit en tant que coordonnateur, est-ce qu'il le dit en tant que M. Ekindi? Ce que je vous présente, c'est le document que M. Ekindi a produit. Aussi simple, compliqué, le parti s'adresse ou s'exprime par le rôle du coordonnateur et non par l'honorable. Aussi simple que ça. Donc, les actes pris sont pris par M. Ekindi en tant que M. Ekindi, honorable Jean-Jacques Ekindi, et non en tant que coordonnateur général. Sur ce plateau, avec nous, Hervé Emmanuel Nkom, membre titulaire du comité central du RDPC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu parmi nous. Alors, comment vous accueillez cette nouvelle Jean-Jacques Ekindi, qui est un ancien responsable politique du RDPC, qui a créé sa formation politique et qui aujourd'hui estime que le candidat Paul Biya est celui qu'il doit soutenir dans le cadre de cette élection présidentielle? Ben écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Et je suis vraiment estomaqué qu'on fasse une tempête dans un verre d'eau. Jean-Jacques Ekindi est un homme libre. Et parce qu'il est un homme libre et c'est un patriote, lui n'est pas dans la voie de ceux qui disent nous on ne vote pour personne. Je pense qu'un responsable politique qui procède à l'abstention, il manque un rendez-vous majeur de la République. Et Jean-Jacques Ekindi, un homme libre patriote, et je parle là de l'ami du grand frère qui est pour moi, n'est-ce pas, a pris ses responsabilités et a dit que dans ce moment du rituel républicain, il a fait un choix. Et pourquoi est-ce que je vous le dis avec autorité? C'est parce que je ne suis pas surpris, mais quand j'entends ce qu'a dit tout à l'heure Charles, l'intolérance a pris la place de la raison et de l'intelligence dans ce pays. Lorsque M. Christian Ekouka, qui est aussi un ami, s'en va vers M. Kamto, c'est un très grand événement. Pour eux, c'est vraiment la nouveauté. Mais il vient du RDPC aussi. Mais lorsque Jean-Jacques Ekindi prend en tant que personne citoyenne la responsabilité, il n'était pas obligé de dire pour qui il votait. Et il dit, moi je voterai pour Paul Biya pour des raisons qu'il a expliquées. Moi je connais ces raisons puisque je vous dis qu'on n'est pas dans le même parti, mais c'est mon grand frère et mon ami. D'accord? Il a assumé parce qu'au milieu de cette espèce de menu chinois, il a dit ce qui est bon pour le Cameroun, pour son pays, qui n'est pas aussi mauvais que les aventures qu'on propose, les 8 autres aventures. Il a fait son choix qui est à la fois géométrique, et je termine en disant ceci.
Jean-Jacques Ekindi est parmi les dirigeants historiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Si un jour il rencontre encore sur son chemin le Rassemblement démocratique, où est le scandale? Vous préférez ceux qui font le tourisme dans tous les partis, qui se proclament qu'ils étaient les meneurs, les penseurs du RDPC, et qui se trouvent maintenant de l'autre côté. Monsieur Kenyé, que vous appelez King, Paul-Éric King, c'est militant de quoi? Monsieur Zongang, qui est votre chouchou, il est militant de quoi? Christian Ekoka est militant de quoi? Et au nom de quoi Jean-Jacques Ekindi commettait un crime parce qu'il a fait un choix d'un homme libre? Alors je pense que c'est un débat malsain. Et quand, à ma droite, j'entends le débat de quelqu'un qui enseigne la communication, je comprends pourquoi il y a des faits de l'intelligence. On va poursuivre ce débat dans cette émission. Emmanuel Kouni, alors, la presse a fait grand cas de ces multiples transhumances politiques cette dernière semaine. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection présidentielle, il y a des alliances qui se nouent, et celle qui suscite le plus d'intérêt, c'est celle de Jean-Jacques Ekindi qui rejoint le RDPC, du moins qui soutient le candidat de ce parti à l'élection présidentielle, et celle de Christian Penda Ekoka qui, bien sûr, a choisi de battre campagne pour Maurice Kamto. Comment vous analysez ces transhumances politiques? Oui, si je peux comprendre la position de M. Christian Ekoka Penda, qui n'a jamais critiqué Maurice Kamto dans quoi que ce soit, et qui le rejoint tout naturellement, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'à un moment donné, il se rende compte que c'est la voie à suivre. Bon, mais pour Jean-Jacques Ekindi, c'est un problème. C'est un problème parce que quand on commence par nous parler de la coalition de l'opposition, encore que Jean-Jacques Ekindi était très mal placé pour parler de la coalition de l'opposition, parce qu'en 1992, il y a eu une coalition, il n'était pas dans la coalition, il était justement de ceux qui ne voulaient pas la coalition. Et venir maintenant commencer à nous donner des leçons de coalition, alors qu'en 92, il y a eu une coalition qui a gagné les élections, et que lui, il était de ceux qui n'ont pas voulu la coalition. Il y a lieu de s'interroger. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le masque tombe, parce que nous pensons que cette coalition de l'opposition, tant décriée, était une démarche, c'est-à-dire qu'elle était un poison injecté par le RDPC pour essayer de démontrer que tant que l'opposition n'a pas de coalition, l'opposition ne peut rien faire, et ça pourrait justifier éventuellement la fraude électorale, le hold-up électoral à la fin des élections. Donc, nous sommes là dans une situation où nous soupçonnons tous ceux qui parlaient de coalition et qui aujourd'hui se rallient au RDPC, que la démarche justement était de préparer le terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre le virage au moment venu. Bon, ça ne nous surprend pas. Nous pensons que quelqu'un comme Jean-Jacques Ekindi dans l'opposition était un opposant dur, mais on connaît les techniques du RDPC de M. Ria qui consiste à affaiblir, à essouffler les militants de l'opposition. Si vous n'avez pas la peau dure, on va même vous clochardiser pour pouvoir, n'est-ce pas, vous récupérer au moment venu. Je crois qu'on est allé vers cette voie-là et on est en train de voir comment, n'est-ce pas, les oiseaux fatigués sont en train de tomber dans le piège. Alors Jean-Jacques Ekindi qui désormais soutient le RDPC, du moins le candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Vous avez suivi Alain Djipou les arguments qui ont été présentés ici sur ce plateau par Hilaire Zipan qui dissocie la position de Jean-Jacques Ekindi de celle du mouvement progressiste. Pourtant, dans la presse, il y a toujours cette image de coordonnateur du mouvement progressiste qui a décidé de prendre position en faveur d'un candidat alors que son propre parti est à la recherche d'un candidat consensuel parmi les adversaires de Paul Biya. Comment réagissez-vous face à ces arguments qui viennent d'être présentés? Il est clair qu'à suivre Hilaire Zipan, la fracture est désormais consommée. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent entre Jean-Jacques Ekindi et le mouvement MP. Parce que Jean-Jacques Ekindi, intuitu personne, ne peut pas prendre une position en solitaire et qui n'engage pas le parti. Et le parti, représenté ici par Hilaire, vient soutenir complètement le contraire en disant que le MP se désolidarise, n'est-ce pas, de la posture et du positionnement. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est parce que c'est ce qu'il transmet des arguments. Je fais une analyse politique. C'est ce qui transmet des arguments de M. Zipan. C'est une analyse. C'est une analyse. Et quand il vous présente dans le discours qui était un peu le positionnement de M. Ekindi, il établit clairement que cela n'a ni en tête, ni saut du parti, ni signature en tant que coordinateur du MP. Donc c'est une prise de position individuelle. C'est clair, il n'y a pas d'amalgame à ce niveau. Alors,
dans mon analyse, je note donc que cette prise de position démontre que, si ce n'est aujourd'hui, dans les prochains jours, on va assister à un véritable clash au sein du MP. C'est votre choix ou c'est le... Je vous en prie, il n'y aura pas de choix. Permettez-lui de s'exprimer. Permettez-lui. Si c'est je vous en prie. Il n'y aura pas de clash. Je vous en prie, il n'y aura jamais de clash. Alain Djipou a la parole. Alain Djipou, laissez-le parler. Dans ce que je dis. Allez-y. La constance, c'est que le MP et son coordinateur ne sont plus en odeur de sainteté par rapport au choix porté sur le soutien à la candidature de M. Biya. Sauf s'il nous dit une chose et son contraire sur ce plateau. Il est clair que M. Ekindi, en tant qu'individu, a porté son choix, a pris ses engagements. Et il est libre. Il est libre. Voilà. C'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, est-ce que ce positionnement est celui de son parti? Non. Ah là là. Voilà donc le problème. Justement. Et nous disons donc que vous qui nous, je vous en prie, permettez-lui. Monsieur Emmanuel, le monopole de la violence verbale. Je suis désolé. Arrêtez un peu ça, monsieur Emmanuel. Vous êtes qui? Vous êtes qui représentez? Moi, je suis dans un engagement. Alors, je suis un journaliste. Vous êtes observateur de la scène politique. Messieurs, vous ne le saviez pas. Messieurs, non, Alain Djipou. Non, je ne peux pas tolérer ce. Il n'y a pas de manque de respect sur ce plateau. Alain Djipou. Hervé Emmanuel et Alain Djipou, messieurs. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Hervé Emmanuel. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, on revient sur le débat. Alors, Alain Djipou, allez-y. Non, laissez ça Hervé Emmanuel. Allez faire ça sur d'autres plateaux. Alain Djipou, allez-y, vous pouvez parler. Ça ne marche pas avec moi. Allez-y, je vous en prie. Les téléspectateurs souhaitent qu'on s'exprime sur la question de ces alliances politiques concernant Jean-Jacques Ekindi, et vous étiez en train de développer, vous avez la parole. Non, j'étais même en train de vouloir conclure pour dire que effectivement, il y a comme un manque j'allais dire, de consensus au sein même du MP et de son leader. Parce que, d'un côté, quelqu'un dit soutenir Paul Biya. De l'autre côté, le parti dit être à la recherche d'une candidature consensuelle. Ça veut dire qu'il y a deux prises de position diamétralement opposées. Sauf si on ne comprend plus l'essence des mots qui sont utilisés ici. Justement, à ce sujet, Hilaire Zipan, vous percevez les appréhensions qui naissent des explications que vous avez données tout à l'heure, à la fois le mouvement progressiste qui est toujours à la recherche d'un candidat consensuel parmi les 8 adversaires de Paul Biya à l'élection présidentielle. Et au moment où vous effectuez cette démarche, Jean-Jacques Ekindi, lui, décide de soutenir Paul Biya. Est-ce qu'il y a une incohérence entre la démarche que vous avez effectuée et celle prise par Jean-Jacques Ekindi à titre individuel? Si vous n'arrivez pas à hiérarchiser les événements, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous vous mettez dans l'amalgame. Le parti a pendant 2 ans travaillé pour le candidat consensuel. C'est une position du parti. C'est aussi clair que ça. Dès lors, au cours de la campagne, le coordonnateur général du mouvement progressiste, en tant que personne, décide d'aller soutenir Paul Biya. C'est aussi clair que ça. Pour le moment, il n'y a pas de clash. Pendant les élections, dans l'activité de la démocratie, le problème c'est qu'en Afrique, on vous fait comme s'il y a une démocratie africaine. Non, il y a une démocratie qui s'exerce en Afrique. La démocratie précise que pendant les événements aussi importants, les gens font des choix. Parce que le rendez-vous du président de la République, c'est entre un homme et le peuple. Et donc c'est pour ça que quelqu'un dit, moi je soutiens Paul Biya. À l'heure actuelle, pour prendre un exemple que vous comprenez, l'UNDP, en tant qu'entité politique, fait un meeting pour appeler à voter pour Paul Biya, sans toutefois perdre son originalité. Et en plus, ce que je voulais dire, et pour le préciser une fois, les gens souhaitent un clash. Non. Est-ce que le MP va battre campagne pour Paul Biya? Je voudrais conclure, je voudrais y arriver là. Nous avons continué dans le candidat consensuel. Et là où je suis, je vous donne l'information maintenant pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas ce candidat. Je donne les noms. Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Maître Akeremouna sont prêts à l'heure actuelle pour un candidat consensuel. C'est ceux qui sont prêts. Voilà à l'heure actuelle. Donc par conséquent, on travaille dans ce processus-là. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Le 7 octobre,
on va tirer les conséquences. Donc le mouvement progressiste ne battra pas campagne pour c'est pas le mouvement progressiste. Le mouvement progressiste a une position et recherche un candidat consensuel. Point. Voilà la position du mouvement progressiste. Le mouvement progressiste n'est pas pour la Est-ce que Paul Biya peut faire partie des candidats consensuels? Non, à partir du moment où on avait écarté dès le départ, ceux qui devaient aller supporter Paul Biya allaient en tant que personne physique. Bon. Aussi simple et clair. Monsieur le journaliste, ne fait pas de polémique. Justement, le mouvement progressiste est pour le candidat consensuel. Et je vous ai donné les noms de ceux qui, à l'heure actuelle, ont marqué déjà leur accord de principe. Hervé Emmanuel, vous suivez comment le soutien que Jean-Jacques Ekindi apporte à Paul Biya est en train de créer des distances entre lui et l'idéologie que défend son parti politique. C'est ça le prix à payer pour soutenir le RDPC? Cédric, d'abord, je ne vois pas d'idéologie dans ce que vous êtes en train de nous exposer. Et laissez-moi donner quand même quelques cours, et j'ai des qualités pour le faire à ceux qui croient savoir tout. Dans la République, il n'y a pas un électeur qui s'appelle parti politique. Il y a Emmanuel Kounié, Hilaire Zipan, Alain Juppé, Hervé Emmanuel, comme Cédric Doufelet. C'est intuitif personnel. Et le vote étant secret, il n'y a pas une institution qui vote et qui s'appelle parti politique, c'est même le MP. Il n'y a pas, il faut qu'on arrête ici, pour des gens qui sont approximatifs dans l'analyse, de nous imposer des approximations. Mais Hervé Emmanuel, il y a des consignes qui sont données, il y non, a des responsables les consignes ne pas, écoutez, il y a la discipline du parti, vous aimez bien le rappeler, au sein du RDPC. Et avant que la campagne ne démarre, qu'il y ait des prises de position d'un leader politique qui sont à l'encontre de sa formation politique, est-ce qu'il n'y a pas de problème selon vous? L'article 3 de notre Constitution donne presque le monopole aux partis politiques de gérer l'expression du suffrage universel. Mais ça, c'est la Constitution. Mais quand on rentre maintenant dans le processus électoral, la loi électorale ne fait pas de partis politiques des électeurs. Sinon, on se priverait du vote. On dirait tel parti, tel nombre de militants, on ne vote plus. Pour les élections présidentielles, on parle du candidat et des électeurs. Voilà, attends, s'il te plaît, du candidat et des électeurs. Donc, sur ce point, tous les partis peuvent donner des consignes, mais les militants ne sont pas des moutons. C'est au résultat qu'on juge si ces partis ont pesé ou pas. Donc, il faut faire extrêmement attention quand vous avez les nouveaux sorciers qui vous disent « nous, on a dit que, nous, on a dit que ». C'est très dangereux parce que même nous-mêmes, le RDPC, nous travaillons tous les jours pour stabiliser nos militants, s'assurer que nos militants ne vont pas entendre les sirènes qui peuvent les amener à s'écarter de la discipline. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, vous voulez absolument créer un problème entre Hilaire Zipan et Jean-Jacques Ekindi. Moi, je pense que c'est un débat qui concerne leur parti, qui ne nous intéresse même pas à la limite. Le patron de ce parti s'appelle Jean-Jacques Ekindi. Hilaire Zipan est un militant, certes influent, mais ce n'est pas lui qui est le mandataire politique et social de ce parti. C'est Jean-Jacques Ekindi. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs un faux débat de nous dire tel parti vaut tel. C'est le souhait des candidats, ils ont des appareils qui les soutiennent. Je sois aussi est soutenu par le SDF. Mais il n'a pas la garantie que tous les militants du SDF vont voter pour lui. Je le sais, je sais de quoi je parle, je fais de la politique. Moi, je ne fais pas la politique comme science-fiction. Je fais parce que je suis engagé. Deuxième chose, je voudrais rafraîchir quand même la mémoire des gens. Vous parlez de Jean-Jacques Ekindi. Mais le SDF a été créé par un militant du RDPC. Parlons-en. Mais ça n'enlève à rien le sérieux, la démarche du SDF aujourd'hui. Monsieur Foundi, le chairman du SDF, est un ancien candidat à la présidence de la section RDPC de la maison. Alain Juppé est là. Ils ont la mémoire de la politique de ce pays. Il faut arrêter de faire le buzz sur Jean-Jacques Ekindi parce que ça ne vous arrange pas les uns les autres. Il faut arrêter cela. Et je termine en disant aussi une autre chose. Bon, je suis très peiné parce que je suis ici avec des gens que j'aime et que je connais. Nous connaissons. Hein? Moi, j'avais juré que je n'aurais plus un débat avec Emmanuel Kouyeke, mon ami, à cause du fait qu'il a adopté comme système de débat les arguments qui sont souvent à la limite de l'injure. Mais ce n'est pas grave. Je voudrais rappeler une chose très importante. Et c'est là que je suis peiné qu'un des hommes talentueux qui incarne l'avenir comme Hilaire nous fasse ce qu'on appelle en gymnastique le saut d'arçon. C'est-à-dire qu'il veut sauter une falaise. Il n'en a pas la capacité. Hein? Il faut qu'il revienne à sa dimension humaine, militante, en disant
J'ai été contrarié dans le choix de mon mentor et grand frère, mon meneur, comme il appelle souvent affectueusement Jean-Jacques. Ce n'est pas mon choix. Je peux peut-être voter autre chose, voire même voter blanc comme son ami Elimbi et lui font la promotion en ce moment, ce que je trouve totalement anti-républicain. Et c'est le choix de Jean-Jacques. Mais n'essayez pas de créer une dissension entre les deux. Le MP appartient à Jean-Jacques Ekindi. Vous parlez en langage simple. Et tout ce qu'il a fait là, c'est le grand écart. Qui ne nous disent pas pour qui ils votent, mais qui ne viennent pas raconter des tchatchas aux Camerounais en disant qu'il y aura un candidat unique qui va sortir à quelle heure. En ce moment, M. Cabral Ibi, après sa tournée mondiale stratosphérique, est en train, je suppose, qu'il va entrer au stade Marion à la Cité-Cirque. Ce n'est pas ce qu'il dit. Lui, il croit même qu'il est élu déjà. Il croit qu'il est élu. On en parlera tout à l'heure. Ne prends pas les Camerounais pour les Emmanuel, ajouts. comme maintenant, je voudrais que vous permettiez aux autres de réagir sur cette question concernant les alliances politiques. Vous avez suivi Emmanuel Kounié, les arguments qui ont été présentés par Hilaire Zipan, qui estime que le mouvement progressiste continue de chercher un candidat consensuel, alors que Jean-Jacques Ekindi a fait une déclaration en accordant son soutien à Paul Biya. Est-ce que lorsqu'un chef d'un parti politique, fut-il en train de prendre une position à titre personnel, n'influence pas celle de sa formation politique? Hervé Emmanuel Kounié. Oui, Emmanuel Kounié. Ça devrait absolument... ça devrait absolument influencer la position, n'est-ce pas, de ces militants. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le MP est en train de faire deux choses. J'estime que le MP est au travail. Le MP a une mission qui lui a été donnée. Soutenir le président Paul Biya et essayer de fourvoyer l'opposition autant que possible. Parce que le MP a déjà choisi son candidat. C'est Paul Biya. Maintenant, comment faire pour entretenir l'empoisonnement de l'opposition? C'est de continuer à dire qu'on cherche un candidat unique, parce que cette histoire de la recherche du candidat unique, c'est l'argument massu qu'on voudrait utiliser pour faire le hop de l'électorat quand Biya va perdre. C'est ça le problème. Il faut comprendre la démarche. Et justement, on entretient cela parce que le mois venu, l'histoire sera, on leur a demandé de trouver un candidat consensuel, ils n'ont pas trouvé, donc ils ne peuvent pas gagner. Donc c'est ça le problème, c'est qu'ils font un boulot. Ils ne sont chargés avec Kindi et tout. Non, ils sont chargés. Donc même cette histoire du candidat unique qu'on est en train de chercher, c'est encore Jean-Jacques Ekindi qui l'organise et qui en même temps a déjà choisi son candidat. Et moi je ne peux pas croire que des gens sérieux, bien structurés dans la tête, puissent, n'est-ce pas, penser que ce que le MP est en train de faire est quelque chose de raisonnable. C'est absolument incohérent, absolument inadmissible. Parce que Jean-Jacques Ekindi ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il signe en tant que Jean-Jacques Ekindi et non pas en tant que coordinateur du MP. Alors comment il divise les deux, comment ça se dissocie? Donc je pense qu'il faut que le MP arrête de faire ce genre de choses. S'ils ont choisi de soutenir le RDPC, son Paul Biya, qu'il y aille. Qui ne reviennent plus, c'est son candidat. Mais qui ne reviennent plus nous dire au même moment qu'ils sont en train d'essayer de trouver un candidat consensuel. Personne ne les suivra déjà. Et puis, je ne sais même pas qui les a mandatés pour faire ce travail-là. Voilà des gens qui sortent et qui nous disent qu'ils sont en train de chercher le candidat consensuel. Je ne sais pas comment ils pensent pouvoir faire. Et je vous ai dit dans ma première intervention que ce sont des gens qui, en 92, ont refusé systématiquement de faire la coalition. On a tout fait pour qu'ils rentrent dans la coalition. Ils ont dit, non, Jean-Jacques Ekindi se présente, il ne veut pas de coalition. La coalition n'est pas ce qu'il souhaite pouvoir. Mais aujourd'hui, ils sont devenus les champions de la coalition. Alors, à votre suite, Alain, avant que vous ne réagissiez, je vous en prie, vous allez réagir. D'abord, Alain Ndjifou, sur cette théâtralisation de la scène politique. Est-ce que ces alliances qui sont en train de se nouer se font dans l'intérêt général des populations ou alors sur la base des calculs politiques personnels? Bon, pour répondre franchement à votre question, je vais prendre quelques clichés. Concernant les alliances de dernière minute avec le RDPC, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas avec le RDPC? Non, je commence par le RDPC. Il y a un éminent représentant sur ce plateau qui est Hervé Emmanuel Kounié. Pour dire que on a vu un G20 et plus 5 se constituer autour du soutien à la candidature de M. Biya. Et interroger, n'est-ce pas, ce G20, ils disent que c'est la personnalité camerounaise la plus à même d'assurer la paix, la force de l'expérience,
c'est la personnalité qui a la qualité pour assurer la succession. Et il faudrait qu'il soit prêt au moment de la succession pour grappiller leur part d'héritage du régime du renouveau. Je caricature un peu, mais pour dire que en réalité, on a vu parmi ceux qui rallient aujourd'hui le RDPC et son champion, des caciques d'hier, des conservateurs, non pas des conservateurs, j'allais dire des pourfendeurs du régime, qui ont changé tout simplement de fusil d'épaule pour des raisons, j'ai envie de dire, bassement alimentaires et pour des raisons de positionnement politique et non idéologique. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être de la gauche, s'il faut prendre cet exemple. Vous ne pouvez pas être de la gauche et du jour au lendemain, vous êtes à droite. Ça veut dire que vous manquez de consistance politique du point de vue idéologique. Donc Macron manque de consistance. Bon, ce n'est pas le débat camerounais là. C'est l'exemple. Donc, votre Macron, il ne nous concerne c'est pas. Le mien, hein, c'est celui de Cameroun. Non. On sait que vous êtes français par ailleurs, donc il vous Non, concerne. monsieur, restons. On le sait. Comment vous le savez? Vous êtes niveau zéro. Je poursuis en disant. Pourquoi votre journal n'est plus acheté? Restons. Messieurs, soyons polis et courtois. Messieurs, soyons polis et courtois. Revenons sur le débat qui concerne les alliances politiques et l'intérêt général des populations ou l'intérêt de ceux qui les nouent avec les candidats qui sont en liste. Ouais, pour y aller, je voudrais que votre invité soit un peu plus discipliné. Allez-y, il n'y a aucune attaque contre vous. Je poursuis sereinement en disant que, en réalité, ces alliances qui se font sur le tard ne sont pas préparées. On n'a pas vu venir. C'est des revirements. Et généralement, ça se passe comme si ce n'était que des leaders là qui prenaient position. On n'a pas vu un déclic venant de leurs différents appareils. Comme pour dire que c'est des gens qui ne pèsent pas politiquement, qui n'ont même pas véritablement, enfin, qui pèsent le poids du coton, si vous voulez. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas une implantation politique sûre, crédible. Et donc, c'est une tempête dans verre d'eau, en réalité. Est-ce que cette analyse que vous faites est valable pour ceux également qui quittent le parti au pouvoir pour rejoindre les rangs d'opposition, du moins certains candidats? On peut également questionner le poids de ceux qui retrouvent le camp de l'opposition, notamment les Eric Kingé. Kingé, il s'appelle. Vous l'avez appelé Kingé pour faire croire qu'il est du littoral. Non, c'est pas le débat là maintenant. C'est pas le débat. On s'intéresse au mouvement et aux alliances politiques et non au nom de ces personnalités-là. Je crois qu'il a été maire de Djombe. Djombe, c'est bien dans le littoral. Djombe Pinga, mais ça ne fait pas de lui un homme de littoral. Bon, de toute façon, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Paul-Éric Kingé qui a décidé de soutenir Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka, qui soutient également Maurice Kamto, ont donné leurs arguments pour M. Ekoka, puisqu'il s'agit de lui. Il dit, ils ont, au mouvement agi dont il est le... Vous avez mis mon nom sans haine et vous présentez JIFO comme système. Bon, ça c'est les détails. Hervé Emmanuel, comment on connaît votre ciboule. Donc, Emmanuel Koka, Christian Penda Ekoka explique clairement les critères qui ont convergé le mouvement Agir à soutenir la candidature de M. Kamto. Il dit clairement qu'il y a l'occupation du terrain, il y a la dynamique, il y a, si vous voulez, la détermination à moderniser le pays. Il y a entre autres aussi les meetings tenus ça et là pour montrer que c'est un parti qui vit, qui draine des masses. Et donc, pour lui, c'est des critères qui ont prévalu au choix de M. Kamto, qui, soit dit en passant, estime que c'est un choix qui procède d'une logique et non d'une préoccupation purement sentimentale. Alors, justement, sur la question des alliances politiques, Hilaire Zipan, concernant ces choix qui sont en train d'être effectués à quelques semaines du scrutin présidentiel, ces alliances politiques sont-elles nouées dans l'intérêt des populations ou alors sur la base des calculs politiques personnels de ceux qui aujourd'hui s'alignent derrière certains candidats? D'abord, deux choses. La première, en 1992, M. Anta Gassagaï, candidat à l'élection présidentielle, s'est retiré à 2 jours avec le scrutin
pour gagner le président Paul Biya. Pas avec la même loi. C'était 2 jours avant. Ça, c'est le fait historique. En 2004, M. Jean-Jacques Ekindi, candidat à l'élection présidentielle, s'est retiré pour soutenir le candidat Ni John Frundi. À ce moment-là, ça n'a pas créé un scandale. Je dis à M. Kouni. 2004, M. Ekindi s'est retiré pour soutenir M. Ni John Frundi et ça n'a pas créé un problème. Donc vous voyez que vous n'avez pas de mémoire. Vérifiez vos ressources. J'étais le porte-parole du parti. J'ai lu la déclaration de ce retrait à Yaoundé qui est passé à RFI. J'ai lu la version française et monsieur l'honorable Mbandam a lu la version anglaise. Allez vérifier, preuve si vous avez besoin que vous venez d'adhérer donc au SIF. Premier élément. Deuxième élément, sur la construction, et je reviens là-dessus, que ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas maintenant que nous essayons de construire cette dynamique de candidat consensuel. Elle existe dans les tuyaux depuis à peu près 2 ans. Elle a été suffisamment expliquée et c'est la seule manière de pouvoir affronter le candidat du RDPC. Les gens nous expliquent, les gens qui ont bénéficié de l'unité de l'opposition pour construire l'appareil. Je rappelle, à toute fin utile, qu'en 1992, M. Frundi avait 36 partis derrière lui. Je rappelle, à toute fin utile, que M. Frundi, dans le cas de la CN2R, qui n'a pas été retenu, a été néanmoins premier et il n'a pas gagné. Et que depuis lors, l'opposition crescendo décroît pour avoir 10% à la dernière élection 2011. C'est le score de M. Frundi et qui est le meilleur score de l'opposition. Cette élection a quelque chose de nouveau. Les candidats sont auprès à 75% tous des nouveaux. Il y a 2 à 3 partis politiques qui ont l'expérience. L'UDC, l'ADD et le SIF. Nous avons dit que la seule façon pour nous, pour fédérer les forces et pour qu'on arrive à gagner, c'est de faire un candidat consensuel. Donc loin de nous l'envie de croire que nous nous sommes subitement donné cette tâche-là. Elle existe depuis et nous travaillons dans ce sens. Une fois que j'ai dit ça, je dis donc à mon ami Hervé que le parti politique s'exprime par ses instances. L'instance du mouvement progressiste la plus énommée s'appelle la convention. La convention atteste les éléments et l'orientation dont le coordonnateur met en pratique. Le chargé de la communication que je suis se permet de distiller. 1. 2. Le parti politique, une fois qu'il s'exprime, il s'exprime dans toute sa solennité. La déclaration de M. Ekindi n'a pas été faite sur l'entête du mouvement progressiste. L'instance de notre parti et les emblèmes de notre parti, c'est bien entendu le baobab. Si vous ne faites pas une déclaration sur ces emblèmes-là, ça veut simplement dire que ça n'engage pas le parti. Et dans les statuts du parti, c'est le coordonnateur général et non l'honorable Jean-Jacques Ekindi. Nous sommes dans le droit, essayez de faire bien la distinction et on ne fait pas dans l'amalgame en laissant croire que M. Ekindi est venu distraire l'opposition. Tout à l'heure, dans le cadre de cette alliance-là, j'espère que M. Kounié va nous expliquer avec beaucoup de talent qu'à RFI, M. aussi dit qu'il est en capacité d'augmenter le salaire à 160 000. À cette même radio, M. Kamto nous dit qu'il est à 55 000. Cette différenciation d'appréciation, ne serait-ce que pour ces 2 candidats-là, montre la suffisance que l'offre politique que nous faisons au Camerounais est différente selon qu'on soit un candidat dans l'autre. Donc le débat sur le contenu va perdre suffisamment les électeurs pour qu'on ne puisse pas faire le choix. Contrairement à ce que vous pensez, contrairement à ce que vous pensez, il est tout à fait important que le contenant soit très important par rapport au contenu. Il y pense sur la question des alliances. Sur la question des alliances. Est-ce que le choix de Jean-Jacques Ekindi est fait sur la base de l'intérêt général des populations ou alors c'est sur la base des calculs personnels dans un positionnement politique comme l'a évoqué tout à l'heure Alain Difou? Les gens sont libres de faire l'interprétation. Mais si vous voulez que je vous dise qui est l'homme Jean-Jacques Ekindi, en termes stratégie politique, c'est ce qu'on appelle dans son jargon, si vous lui posez la question, c'est un soutien tactique dans un déplacement stratégique. Wow. Attendez son positionnement au RDPC pour savoir comment il va s'exprimer. J'attends de voir comment il va s'exprimer en tant que soutien au candidat Paul Biya. Il a été suffisamment clair. Il a énoncé les éléments, c'est à peu près 2 pages, et il a conclu, Jean-Jacques Ekindi, j'apporte mon soutien au président Paul Biya. Il va avoir son positionnement et vous allez le juger. Certainement, vous l'aurez ici sur ce plateau pour qu'il vous explique. Maintenant, de l'autre côté, le même jour, il parlait de l'alliance. Vous avez montré que pour l'heure, les partis politiques engagés fédèrent de moins en moins dans ce sens-là. Et il faut le dire. L'électeur étant libre,
les partis n'ont plus la capacité de se prononcer en termes d'entité. Aujourd'hui, on peut mesurer le poids et bien entendu, une fois que cette élection est engagée, que le RDPC, hier, nous a démontré qu'ils ont fait à peu près 250 meetings sur l'étendue du territoire. L'ensemble des partis de l'opposition, confondus, je ne suis pas sûr qu'ils en ont fait 20. Non. Une fois qu'on va avancer dans la campagne, on va s'en rendre compte de pas même les affichages qu'il y a dehors, à moins que vous avez vu l'affiche d'un autre candidat que celui du candidat Biya. Nous disons aux Camerounais que la seule chance, le seul espoir, la seule perspective, la seule stratégie, c'est d'avoir un candidat consensuel. C'est le salut qu'on porte. À votre suite, Hilaire Zipan, Hervé Emmanuel Combe, sur ces alliances politiques qui se multiplient à l'approche du scrutin présidentiel, ceux qui soutiennent le président sortant et candidat du RDPC, Paul Biya, il a d'ailleurs présenté ses nouveaux soutiens sur son site internet, le G20, dans les responsables politiques venus de l'opposition, selon leur propre dire, et qui désormais soutiennent Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Est-ce que ces soutiens sont dans l'intérêt général des populations ou alors c'est un positionnement politique comme l'a souligné avec force Alain Djipou sur ce plateau? Mais écoutez, si vous m'aviez dit que j'allais à la convention du MP, il serait allé au culte, parce que là vous m'avez fait manquer le culte. Mais bon, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Noufélé Cédric, qui est talentueux, donc je vais me livrer à ce jeu, qui n'est pas le mien. Je voulais dire d'abord une chose, que en politique, il faut faire extrêmement attention, pour nous qui faisons la politique, pas ceux qui commentent la politique, nous qui la faisons, d'accord? Quand vous me demandez d'entrer dans le cerveau, le cœur, la conscience d'un homme politique et de la dimension de Jean-Jacques Ekindi pour dire si c'est tactique ou stratégique, si c'est personnel ou intérêt général, c'est pas sérieux. Je suis simplement obligé de vous faire remarquer deux choses. D'abord, M. Noufélé, quand vous comparez les choses, essayez de faire ce qu'on appelle une analyse globale. Jean-Jacques Ekindi a été candidat à l'élection présidentielle et a eu des milliers de voix. Des dizaines de milliers de voix. Christian Penda Ekoka a créé son association il n'y a même pas une semaine. Et vous comparez, vous mettez sur la même balance, ils n'ont pas le même poids. Jean-Jacques Ekindi pèse, tourne par rapport à Christian. J'ai beaucoup d'admiration pour l'intelligence de Christian, mais il n'intéresse que vous. Et on sait pourquoi il vous intéresse. Parce que vous voulez nous emmerder, mais ça ne nous emmerde pas. Donc, pour revenir à Jean-Jacques Ekindi, vous m'obligez à être son porte-parole et je m'excuse grand frère parce qu'il me voit. Je précise, Hervé Emmanuel, qu'il s'agit de tous les leaders politiques qui soutiennent le candidat Paul Biya. J'ai demandé, est-ce qu'ils le font dans la perspective? Effectivement, c'est un chassé-croisé. Ceux qui le soutiennent dans la perspective, est-ce qu'ils le font pour l'intérêt des populations ou alors pour le positionnement politique? Très bonne question. Je vais trahir une conversation que j'ai eue avec mon aîné Jean-Jacques Ekindi il n'y a pas plus de 48 heures. Il m'a dit exactement ceci. Son soutien à la candidature de Paul Biya, c'est parce qu'il est un citoyen de ce pays et ne peut pas rester absent, muet devant une élection qui risque de conditionner l'avenir de ce pays. Il a fait un choix, au milieu de toute l'œuvre politique qui se présente, de voter pour celui dont il croit qu'il a les conditions pour préserver l'unité nationale. Mais c'est ce qu'il a dit dans sa déclaration. Le pays un et indivisible. Attendez un peu. Donc c'est un positionnement dans l'intérêt général de ce pays, dans sa conception du Cameroun et sa vision du Cameroun. Maintenant, Cédric, vous posez une autre question. Dans ce chasseur-croisé, le mercato politique, comme je l'ai appelé une fois, expression reprise tout le temps par mon ami Jean-Robert Wafo de SDF, il y a des gens qui jouent pour personne, c'est-à-dire qu'ils n'existeraient pas s'ils n'entrent pas dans le jeu politique, même s'ils ne pèsent rien. Vous avez des gens qui veulent entrer même par effraction dans le débat. Ils ne sont pas candidats, ils ne représentent rien du tout. Vous ne connaissez pas si leur parti a même fait une réunion dans un call box. Et ils n'ont jamais, ils ne peuvent pas vous dire le nombre de militants qu'ils ont, le nombre de gens. Et ils ont la parole parce qu'ils les intéressent aux médias. Ce sont des armes à destruction d'après les médias. Alain, c'est de quoi je parle. Quand on donne la parole à Christian Ekoka, qui est mon ami, maintenant, c'est pas parce qu'il nous apprend quelque chose de nouvelle ou de nouveau. C'est parce qu'il s'est mis dans une posture où il passe son temps à dénigrer ses anciens amis. Et c'est vraiment c'est une catastrophe. Je vais vous dire pourquoi. Non, l'opposition ne doit plus continuer à accueillir des gens pareils. C'est pas parce qu'on a démissionné du RDPC qu'on est suffisamment devenu un simple blanc. Pourquoi. Nous sommes très curieux, certains d'entre nous, et ce n'est pas seulement au RDPC.
nous sommes entrés au nom de la course à l'élection présidentielle dans un système où les avocats dévoilent les secrets de leurs clients parce qu'ils sont concurrents à leurs clients. C'est le cas de mon ami Akeri Mouna qui dénonce, qui fait une dénonciation qui peut être même calomnieuse en disant que le SDF avait perçu l'argent pour accepter sa défaite ou bien pour renoncer à ce qu'ils croient être leur victoire. 92. Vous avez mon ami Christian Ekoka qui est plus qu'un ami à moi, qui est mon frère, qui se met à table pour dire ce qu'il disait à celui qu'il a contacté comme conseiller. C'est totalement écœurant. C'est la défaite de la morale dans la vie publique. Et lorsque vous posez la question de savoir si les gens se positionnent dans l'intérêt de la politique ou leur intérêt personnel, choisissez le camp dans lequel ils se trouvent. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle que vous êtes médecin, vous allez venir exposer le carnet médical, l'état de santé de votre client qui est votre adversaire politique. Je trouve cela écœurant. Moi, si je suis malade, j'irai chez un médecin, même membre de l'UPC. S'il faut une opération chirurgicale sur ma personne qui est délicate, je vais demander au professeur Bayebek, alors que nous ne sommes pas dans le même camp. Si je veux un avocat, je peux prendre Emmanuel Sim, qui est au MRC. Hein? J'irai même prendre Mouna. Mais maintenant que je sais que la moindre opposition politique entre eux et moi sur un débat va les amener à révéler les secrets de leurs instructions, je dis, ça c'est la défaite de l'intelligence et les hommes politiques qui font cela, ils seront vaincus, battus, parce que le peuple souverain n'est pas stupide. Après vous, Hervé Emmanuel Combe, maintenant Emmanuel Kounié, sur ces alliances politiques qui se multiplient à l'approche de l'élection présidentielle, les alliances alimentaires effrénées, alors qu'on vient de débuter la campagne électorale. Pour vous, est-ce qu'il s'agit, je vous en prie, Hervé Emmanuel Combe, permettez que je m'exprime. Oui, je vous en prie, mais parlez des journalistes. Est-ce qu'il s'agit là d'un choix pour l'intérêt des populations, parce qu'on a choisi un candidat qui, selon les différents leaders politiques, représente celui qui est à même d'améliorer les conditions de vie des populations, ou alors c'est un positionnement politique personnel par rapport à des calculs qui peuvent être faits durant les prochaines années. Vous me permettez, monsieur Noufélé, d'évacuer quelques petites choses que j'ai entendues ici et que je ne pourrais pas laisser passer, parce que j'ai entendu Hervé dire que c'est un militant du RDPC qui a créé le SDF. Je voudrais le faire savoir que quand le multipartisme est arrivé, avant le multipartisme, tout le monde était dans le parti. Ah, très bien, même toi y compris. Même Paul Biya, on peut dire qu'il était dans l'UPC et que c'est un militant du RDPC qui a créé le RDPC. Donc il faut éviter ce genre de est-ce que Foundi était au RDPC, oui ou non? Non, le RDPC c'était le parti. C'est un fait. Donc c'est tous les Camerounais qui y étaient. Donc il faut éviter cela. Et j'ai entendu également dire que que le SDF propose un salaire minimum de 160 000. Ça fait 30 000 alors milliards. que mais là, c'est sur 5 ans. Le Canto propose un salaire sur 55 000. Ce n'est pas la même chose. Il faut éviter de faire l'amalgame. Non, je ne fais pas l'amalgame. Il ne faut pas faire le désordre. Laisse le préciser. Je dis bien que les déclarations aussi à RFI dit qu'au bout de 5 ans, j'augmente le SMIC à 160 000. Les mêmes déclarations sur les mêmes questions au professeur Kamto dit, moi je commande le SMIC à 55 000. Quand vous faites les offres politiques pareilles devant le Camerounais, et lorsque ça vient de l'opposition, c'est l'offre la plus tentante qui permet à l'électeur d'aller dans ce sens-là. Bon. C'est-à-dire qu'au final, on est dans l'escalade des promesses, sans ne pas être en adéquation avec fait. Et cela me permet donc de faire seulement une petite remarque. Nous avons demandé à l'opposition d'avoir ce candidat consensuel pour qu'on ait le contenant et non le contenu. Vous avez choisi de faire le débat du contenu et de vous rendre compte que l'offre de Cabral sera difficile de l'offre de DEC. Et je précise en passant que M. Foundi, que M. aussi dit qu'il veut le fédéralisme, tandis que M. Kamto dit qu'il veut la régionalisation. Et M. Cabral dit qu'il veut la décentralisation. On n'en est pas encore. Mais dans les subtilités, qui va donc perdre. Non, ce n'est pas. On n'en est pas encore au débat sur les offres politiques. Permettez à Emmanuel Kounié le peuple aura le temps de choisir sur la question précise des alliances politiques. Oui, s'agissant des alliances politiques, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas quelqu'un comme Jean-Jean qui est quelqu'un de très intelligent, que nous tous on connaît, qui vient nous faire croire aujourd'hui que Paul Biya est la personne qui va nous apporter, qui assure
l'unité nationale. Vous avez compris. Attendez. Il est Zipan, Hervé Emmanuel, permettez à M. Koundé de parler. C'est le cas. Mais laissez-le à la RDPC. C'est le cas le plus saillant. Mais c'est pas possible. Emmanuel Vous avez M. Paul Biya qui a hérité d'un pays où on parle de paix, travail, patrie. Tu fais une D'autres devises. Aujourd'hui, il n'y a plus de paix. C'est ça, oui. À cause des Il n'y a plus de travail. On a posé la question sur l'alliance. Oui. Laissez-le parler. Vous ne pouvez pas Mais même. il y a un sujet. Laissez-le parler. Laissez-le développer. Allez-y. Je ne sais pas si vous pouvez entrer dans un sujet mieux que moi. Je ne sais même pas quel est votre. Ça devient personnel. Arrêtez vos Ça devient histoires, là. personnel. Je ne sais pas où vous croyez. Arrêtez les histoires de caniveau. Hervé Emmanuel, Je veux- soyez respectueux et poli. Je voudrais vous Messieurs, dire- soyez respectueux et poli. Soyez respectueux et poli. Il Sur ce m'insulte plateau. tous les Il ne jours. vous insulte pas. Je voudrais Allez-y. vous dire, Allez-y, quelqu'un de Emmanuel. l'opposition comme Jean-Jacques Kindi nous dise que Biya est la personne qui peut assurer l'unité nationale, qui nous garantit l'unité nationale, alors que l'unité nationale est complètement charcutée par monsieur Biya avec cette histoire de crise anglophone qu'il a géré de manière, c'est-à-dire qu'il a mal géré. Alors je ne comprends pas. Donc j'estime que ce type d'alliance, je ne sais pas, c'est des alliances de positionnement. C'est même, je ne voudrais pas utiliser le mot parce qu'on dira encore que j'ai dit ceci, j'ai dit cela. C'est même, n'est-ce pas, la politique du tapioca. Pour ne pas dire la politique alimentaire. Parce que les gens veulent se positionner, tout simplement. Que quelqu'un dise aujourd'hui que c'est M. Paul Biya qui peut nous assurer l'unité nationale, alors que l'unité nationale est en difficulté du fait de M. Biya. Parce que cette histoire d'Ambazonie, lui aussi, il a l'origine. Parce que les faits démontrent que tout ce que les anglophones, les récriminations des anglophones vont directement vers M. Paul Biya. Donc il ne peut plus être... Est-ce que vous ignorez également ceux qui quittent le RDPC pour rejoindre les rangs de l'opposition, qui sont aussi dans un positionnement politique, pour faire monter les enchères en vue de négocier d'éventuelles places au cas où le chef de l'État serait à nouveau en train de négocier avec d'autres formations politiques? Mais tout cela, ça rentre dans le marché politique. Il y a un marché politique qui est ouvert. Et tous les gens qui font des mouvements là, c'est des commerçants politiques, c'est-à-dire qu'ils sont soit des acheteurs, soit des vendeurs. Donc ils sont dans le chassé-croisé de cette affaire-là. Donc quand vous voyez ce type de mouvement, ne cherchez pas plus loin. Le marché politique est ouvert. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils font et ils pensent qu'ils sont en train de conduire une opération ou bien ils sont dans un appareil avec des idées, avec des idéologies. Ils y vont. Mais il y a des gens qui sont en train de guetter et qui vont à gauche, à droite pour voir dans quelle mesure ils pourraient, n'est-ce pas, au sortir de cette affaire, tirer le pain du jeu. Et c'est pour cela que je parle du marché politique et puis et de la politique du tapioca. C'est ça qui est le plus en vue maintenant. Donc on ne peut pas le prendre autrement. Les gens cherchent comment se positionner. Justement, il n'y a pas 50 façons. À ce sujet, Alain Dipou, est-ce qu'on va simplement observer un positionnement politique personnel, ignorant les arguments qui sont présentés par certains leaders politiques? Hervé Emmanuel et Hilaire Zipan l'ont souligné tout à l'heure, avec Jean-Jacques Kindi qui estime que Paul Biya, candidat du RDPC, c'est lui qui est à même de garantir l'unité nationale et qui est mieux placé pour défendre la sécurité et l'intégrité du territoire camerounais. J'ai envie de m'interroger sur le silence de Hervé Emmanuel comme sur une question fondamentale. Est-ce que le RDPC et son champion ont été demandeurs? Pas du tout. Dans cette histoire d'alliance, où chacun se lève un matin et dit je soutiens M. Biya. Bonne question. Je suis G20, je soutiens M. XY. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, ça répond à la question de Koundé. Laissez-le aller jusqu'au bout. Donc c'est pas le tapioca, c'est le soutien. Laissez-le aller jusqu'au bout. C'est le soutien. Alain Dipou a la parole, monsieur. Ce n'est pas le tapioca. Je voudrais C'est le soutien. en indiquant que effectivement ça pose problème. Parce que le RDPC, qui a gagné plusieurs élections présidentielles, n'avait pas besoin des soutiens d'un certain calibre de l'opposition. Donc, quand vous questionnez certains classiques du RDPC, à l'instar de Hervé Emmanuel, ils ne voient pas toujours d'un très bon œil la venue de ces gens-là. Et pour quelle raison, selon vous? Peut-être qu'il ne va pas le dire ici. Non, je vais répondre. Mais il faut comprendre que des militants RDPCistes de la première heure, comme les Saint-Bidon, les Saint-Éloi Bidon, estiment que... Tu choisis toujours les mêmes. Ouais, ce sont vos camarades. Ce sont vos camarades. Ce sont vos camarades, Hervé Emmanuel. Ils estiment que c'est eux qui ont ferraillé pour hisser le RDPC là où il est aujourd'hui. Et qu'il n'est pas question que
des Kidam atterrissent maintenant pour récolter les fruits en disant qu'ils sont déjà partenaires alliés du RDPC. Alors que sur le plan formel, il n'y a aucune convention, il n'y a aucun contrat entre les deux entités. Donc, ce n'est pas le tapioca. On sait que dans ce pays, l'UNDP a fait une alliance formelle avec signée. Le RDPC. C'est formellement signé. Alors, le G20 ou plus G25, je ne sais pas si un jour, le RDPC a reçu ces gens-là pour que cette convention-là soit formalisée. Idem pour Jean-Jacques Ekindi qui sort, n'est-ce pas, d'un point de presse pour expliquer son choix stratégique. Donc, moi, pour ma part, je voudrais que Hervé Emmanuel revienne sur la question centrale. Est-ce que le RDPC est demandeur de toutes ces alliances? Il faut préciser à ce sujet que Paul Biya a, sur son site internet de campagne, présenté ses nouveaux soutiens politiques, à savoir les leaders du G20, dont les arguments de campagne, les arguments de soutien en faveur de Paul Biya sont bien inscrits sur son site internet, paulbiya2018.cm. Ça prouve au sein du RDPC, est-ce que c'est une preuve que le chef de l'État, effectivement, président sortant, candidat du RDPC, met en avant ses soutiens politiques pour montrer à la fois que le RDPC ratisse au-delà de sa propre formation politique? Écoutez, Alain Jipou vient de poser une question centrale. Fondamentale. Dans ce qui se passe actuellement. Et c'est cette presse-là que j'aimerais lire le matin, avec des analyses d'une pertinence au lieu d'une presse militante. Je vais vous expliquer, Alain, à ma modeste position, ce que c'est que l'élection présidentielle et ce que c'est que le RDPC. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et de la nation, du peuple souverain qui doit lui confier un mandat dans une période donnée pour le conduire. Donc, ce n'est pas un mandat qui se réduit à des partisans militants. J'ai vu un spectacle dans votre excellente émission aussi une fois, parce qu'il m'arrive quand même de suivre ce qui se passe chez vous. Un candidat à l'élection présidentielle qui est rentré refusait de saluer un avocat comme lui, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'une opposition politique revient à une mise en cause personnelle entre individus. Mais laissez-moi vous dire, si ce candidat devenait président, ce que je ne souhaite pas, le 7, le 8, il fait quoi de celui qu'il a refusé de saluer, qui est son compatriote? Donc je réponds à la leçon. Il faut préciser qu'il y a une... Je n'ai pas donné les noms. Une version des faits qui n'est pas du tout... Je n'ai pas donné les noms, passons vite. L'émission était en direct et il était impossible pour ce candidat à l'élection présidentielle de pouvoir saluer une personne. C'était dans des studios différents. Très bien. Je vous en prie. Vous pouvez y aller. Vous êtes le meilleur porte-parole qu'il puisse avoir. Donc, deuxième chose, lorsque nous avons ce genre de spectacle où on substitue au débat politique la haine, c'est totalement inacceptable. Et donc, je pense qu'un candidat, et de surcroît le candidat Paul Biya, dont je suis porte-parole, n'est-ce pas, l'un des porte-paroles, veut réunir tous les Camerounais au-delà du périmètre de l'organisation politique qui le soutient, qu'il a créé lui-même. Si vous lisez ses écrits, sa doctrine, vous verrez que c'est l'objectif, parce qu'il veut une société camerounaise nouvelle où tout le monde se côtoie dans la diversité d'opinions qui fait notre force. Maintenant, Alain a posé une question concernant le RDPC, dont je peux engager la responsabilité. Alain, à la limite, nous sommes ouverts à tous les soutiens. Nous faisons attention pour que ce ne soit pas des débordements, comme Emmanuel disait tout à l'heure, des gens qui viennent pour faire la distraction. Mais quand vous êtes dans un processus d'élection présidentielle, ce n'est pas pareil que vous êtes dans les législatives ou les municipales. Vous devez ouvrir le jeu pour que le maximum des Camerounais se reconnaissent dans le projet de société que vous leur apportez et que cela prouve que vous avez une adhésion du plus large de la nation. S'agissant de Jean-Jacques... quelle place accorder justement à ces nouveaux soutiens au sein de cet appareil? Très bonne question, très bonne question. Il faut distinguer la vie du parti de l'équipe de campagne du candidat. Vous comprenez? On fait une confusion actuellement parce que presque tous les candidats ont créé des équipes qui se réduisent aux partisans, à leurs militants. Mais l'idéal, ce serait par exemple qu'un candidat prenne un préfet, un administrateur, qui n'est peut-être même pas militant de son parti, mais qui est son grand logisticien qui planifie sa campagne. Vous comprenez? Et à ce moment, cette campagne devient ouverte au maximum de personnes. C'est comme ça qu'on fait dans le pays dans lequel j'ai vécu longtemps. Les ratés comme l'histoire
du stade SICAM où on me met, où je n'ai pas d'autorité, c'est parce que l'équipe de campagne n'a pas bien fait. Alors, s'agissant du RDPC... Et le directeur de campagne du RDPC est déjà connu, c'est lui qui va mettre en musique tout ce que vous êtes en train d'évoquer. Comme d'habitude, votre talent vous amène souvent à mettre la curiosité, vous le saurez avant demain matin. Alors, ce que je voulais dire, regardez hier par exemple, nous avons fait 2 événements importants à Douala. Un qui était un événement strictement RDPC, à la maison du parti, Alain le sait, nous avons réuni plus de 6000 personnes. Et plus loin, dans ce fameux stade SICAM, des jeunes qui se reconnaissent à la personne du président Biya, mais qui ne sont pas militants du RDPC. On fait un spectacle avec de grands articles sur mathématiques, petit pays et tout le monde. Il y avait autant, sinon plus de monde là-bas. Mais il faut maintenant amener tout ce monde à aller vers l'avant. Mon idéal, c'est que Emmanuel Koundé et moi, on se retrouve au moins sur quelque chose d'essentiel, d'irréversible. Et que tout le reste, on puisse être en opposition, mais dans la liberté. Alors, tous les candidats, et je vous dis ce que pense Paul Biya, le lendemain du 7, s'il est relu, ce que nous souhaitons, n'est-ce pas, parce que les résultats d'une élection, c'est à la proclamation. Ceux qui nous endorment pour faire croire que nous serions déjà, Paul Biya est déjà élu, c'est de la manip. Nous disons à tous les supporters de Paul Biya, allez au vote, soyez. Mais le lendemain du 7, il devient le président de tous les Camerounais. En attendant justement que cette élection se tienne le 7 octobre, Hilaire Zipansur, ce que recherche, c'est un soutien politique, à la fois au sein du parti au pouvoir, du moins soutenir le candidat Paul Biya ou soutenir ses adversaires politiques. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts, des attentes particulières au regard des alliances qui se nouent, alliances de circonstances ou alors des pactes qui s'inscrivent dans la durée, dans le cadre d'autres élections à venir? La politique, c'est un jeu d'intérêt. Tout à fait. Aussi simple que cela. Exact. Il n'y a pas d'acte gratuit en politique. La deuxième, c'est que lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous avez besoin du soutien le plus large possible, surtout dans un scrutin à un tour. Absolument. Parce qu'au premier tour, on choisit. Au second, Et au deuxième tour, on élimine. On n'aura pas l'occasion d'éliminer. Voilà. Donc il faut choisir dès le premier tour. À cela, nous demandons qu'il faut que les gens se mobilisent. Moi, je parlerai de mon camp. Toi, tu votes qui? La question est la suivante. Et là, c'est le problème de l'alliance. Lorsque quelqu'un part du RDPC, je parle de M. Ekouka. Il crée mouvement Agir. Il a une position. Je vous dis ce que j'ai vu, c'est à la télévision que j'ai constaté. Il dit, mon mouvement a fait les critères suivants. A pris la candidature de tel, a pris la candidature de tel, et au résultat, j'ai décidé que je soutiens Kamto. Les autres n'ont pas démérité. Et il conclut sur votre chaîne. Je demande aux autres candidats de rejoindre Kamto. Lui qui lui a donné mandat? Il n'est même pas chef de bloc dans qui a donné mandat? Et c'est ça la division de l'opposition. C'est-à-dire que les gens pensent qu'une fois qu'ils ont démissionné, ils sont arrivés à l'opposition, ils deviennent donc subitement des gens sains. Ils ont oublié qu'il y a 5 ans, ils étaient là. Quand M. Kamto parlait du RDPC, il y a 7 ans, pourquoi il n'est pas parti avec lui? Il était candidat. C'était à l'aventure. Candidat pour être député. La deuxième chose, c'est qu'il prend quelque chose encore de scandaleux. Il prend le programme économique. Et qu'est-ce qu'il dit du programme économique des autres? Le programme économique des autres, c'est du bidon. Il n'y a que le programme de Kamto qui tient. Et lui dit, c'est cette division-là qu'il faut dans ce que, devant ces situations-là, nous disons qu'il faut donner une offre politique cohérente à l'ensemble de l'opposition. Un candidat qui a un contenant et non un contenu. Parce que je vous dis, on va se diviser et le RDPC va ramasser la mise. Alléluia. Le premier, on est à un concours, c'est le premier qui gagne. Et le petit peut t'empêcher de gagner. Vivement que le candidat consensuel de ce que nous disions. Avec Cabral et avec bien entendu Akeremouna et les autres. Une préoccupation. C'est toujours mon préoccupation. Jusqu'au 7 octobre soir. Majeure. Et le Gabon nous donnait l'exemple en disant, le Gabon, je termine, je conclue. Au Gabon, il y a eu les candidats de l'opposition et c'est à moins de 3 jours qu'ils ont tous décidé de choisir Ping. Et Ping a finalement fait le score qu'il a, à l'exception du fait que M. Ali Bongo a essayé seulement de truquer pour gagner. Vous suivez la volonté exprimée par Hilaire Zipan sur ce plateau, Alain Djipou, sur la nécessité d'avoir un consensus face à la candidature de Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle, tel que les différents candidats avancent sur l'échiquier politique. Il y a, selon lui, de fortes chances que cela ne puisse pas prospérer. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'à force de vouloir rechercher
à tout prix, peut-être à tous les prix aussi, le candidat du consensus, qu'il est et ses amis Elim Bilobé consort perdent de vue l'essentiel, c'est-à-dire se perdent même dans cette recherche. Parce que j'ai le sentiment aussi que tout le monde a vu venir la présidentielle. On savait qu'en 2018, notamment en octobre, il y aurait la présidentielle. Mais je n'ai pas eu le sentiment, en dehors de cette année 2018, que dès les premiers jours de M. Biya réélu en 2011 à la magistrature suprême, qu'il y a eu autant de mobilisation, autant de réflexion et de recherche effrénée, comme c'est le cas en ce moment-ci, autour d'une candidature consensuelle. Donc j'ai le sentiment qu'on a beaucoup dormi à un moment donné, et quand on se réveille, il me semble que les jeux sont presque faits, si ce n'est pour arranger effectivement le jeu, n'est-ce pas, du hold-up électoral. Quel hold-up dont on parle. Donc, moi, je poursuis en disant que ceux qui recherchent le consensus ont besoin d'avoir une crédibilité et une résonance. Et cette résonance-là, selon eux, peut se faire gagner sur le terrain par la mutualisation des forces. Parce que seul, en rang dispersé, on est fragile. En rang serré, on est plus solide. Ça, c'est des théories purement. Parce que, comme Hervé Emmanuel, comme l'a si bien dit, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un candidat avec un électeur, pour ne pas dire avec le peuple. Et donc, les incantations qui se font dans les appareils politiques ne sont pas forcément la volonté individuelle de chaque électeur. Comme pour dire qu'il y a toute une complexité. Il ne faut pas montrer le choix sur la candidature unique ou bien le choix d'une candidature consensuelle comme un fétichisme politique. Il ne faut pas présenter cela comme la seule bouée de sauvetage qui pourra être à même de balayer, si tant est qu'il faut balayer, le régime de Hervé Emmanuel et de ses affidés. Alors, ces candidats à l'élection présidentielle engagés déjà dans la campagne depuis 24 heures maintenant. Et à ce sujet, Emmanuel Kouni, vous avez suivi tout à l'heure les arguments que présente Hilaire Zipan pour l'enjeu, selon lui, d'un candidat consensuel face à Paul Biya dans le cadre de cette élection présidentielle. Pour lui, c'est la voie à suivre afin de pouvoir engager cette alternance démocratique au Cameroun. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas. Je crois parce qu'il a raison. Je ne peux même pas croire parce qu'un Camerounais normal, bien structuré dans la tête, doit comprendre que le Cameroun est un pays dans un état de délabrement avancé. Délabrement des infrastructures, délabrement du tissu social, délabrement de la morale avec la corruption, le tribalisme, etc. Délabrement de la paix avec les guerres qui vont dans tous les sens. Le Cameroun est un pays complètement à plat. Donc on ne peut pour aucune raison penser aujourd'hui qu'on peut encore confier le Cameroun à M. Paul Biya. Donc moi je ne pense pas que M. Paul Biya peut être troisième à cette élection. C'est-à-dire qu'un homme normal qui réfléchit bien, qui se débarrasse de toutes ces contingences-là, ne peut pas croire qu'un monsieur comme Paul Biya peut encore aujourd'hui, un Camerounais peut encore prendre son bulletin tout en réfléchissant normalement, aller mettre dans l'une pour continuer dans cette voie. Parce que M. Biya nous a en aucun moment démontré qu'il peut résoudre le problème, qu'il peut trouver la solution pour ce qui est du problème de la paix. Nous avons vu dans le nord-ouest et le sud-ouest, la morale, la corruption, elle est institutionnalisée. C'est d'ailleurs son livre pour le libéralisme communautaire, pour ma part, qui instaure la corruption. Parce que dès lors que les premières mesures consistaient à autoriser les fonctionnaires à faire des affaires, c'est dans le libéralisme communautaire. Libéralisme communautaire, c'est deux mots. Ce livre n'a de rien. Ce n'est pas un livre. C'est une compilation. C'est une compilation des choses qui n'ont pas de sens. Le libéralisme et le communautarisme ne peuvent pas se mettre ensemble. Ça n'a pas de sens. Et puis, votre libéralisme consistait... Tu ne peux rien enseigner. C'est un mélange de liberté et de solidarité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas appris ça à ta faculté... Toi, tu n'as non plus rien appris. D'accord. Avec ta licence, tu te proclames... Messieurs, revenons sur le débat de Je voudrais donc vous dire que permettre aux fonctionnaires de faire des affaires
et que chaque fonctionnaire ait son registre de commerce, sujet comme d'habitude. et son registre de commerce, ça a gangréné toute l'administration et les fonctionnaires sont venus tous corrompus. Il faudrait que cette mesure, qu'une première mesure soit de dire que les fonctionnaires, si un fonctionnaire fait des affaires, il démissionne la fonction publique et il va faire les affaires. Si un fonctionnaire fait la politique, il démissionne de la fonction publique, il va faire la politique, parce que quand on mélange tout cela, ça devient le RDPC qui se dit implanté partout parce qu'il y a des sous-préfets partout alors qu'il n'y a aucun militant nulle part. Donc, je pense pour ma part, permettez-moi de parler, je pense pour ma part que quelqu'un de normal ne vote pas le RDPC et je crois que on n'a pas besoin d'alliance pour gagner le RDPC parce que le RDPC normalement ne doit rien gagner, sauf si, n'est-ce pas, le RDPC organise la fraude. Donc pour ma part, M. Hilaire Zipan doit comprendre que tout ce qui va dans le sens de dire aux gens de se réunir, c'est un mécanisme RDPCiste mis en place, n'est-ce pas, pour démontrer par la suite que l'opposition n'a pas gagné parce qu'elle n'a pas fait l'alliance. Des leaders religieux estiment pourtant que les Camerounais doivent se réunir tous ensemble pour traiter de la crise anglophone. Dans une déclaration rendue publique, ces leaders religieux également ont appelé tous les candidats à avoir dans leur programme comme principal point à l'ordre la résolution de la crise anglophone. Ces leaders religieux qui ont également critiqué le gouvernement dans sa méthode et la gestion de cette crise anglophone. Et je commence avec vous, bien sûr, Alain Dipou, sur cette nouvelle sortie des leaders religieux qui se sont exprimés dans une déclaration à la fois adressée au gouvernement, aux différentes forces séparatistes anglophones et aux Camerounais ordinaires. Quels sont les points saillants que vous avez relevés dans cette déclaration également? Je note que le souci d'un retour à la paix préoccupe nos autorités morales religieuses. Je note aussi que la situation conflictuelle, la situation de presque guerre qu'on vit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis bientôt 2 ans, n'est pas de nature à rassurer les Camerounais. On ne peut pas vouloir construire un pays quand les armes crépitent de gauche à droite. C'est ça, oui. On ne peut pas vouloir construire une nation aussi jeune comme la nôtre si on refuse à un moment donné de donner la possibilité au peuple de dialoguer avec les gouvernants sur les questions qui sont les leurs, sur les préoccupations qui sont celles, n'est-ce pas, de ce peuple-là. Donc, pour ma part, la sortie de ces leaders-là, comme tant d'autres, parce qu'avant eux, il y a eu d'autres leaders de la société civile, les hommes politiques de gauche à droite, tout le monde a appelé à la pacification de ces 2 régions, au cessez-le-feu, pour qu'on ouvre enfin un dialogue inclusif qui va permettre, n'est-ce pas, de poser tous les problèmes sur la table et de réfléchir à trouver des solutions sur la durée. Donc, comme pour dire que je salue à sa juste valeur cette sortie des leaders religieux qui viennent réaffirmer et mettre chaque élément de la chaîne devant ses responsabilités. Vous avez énuméré tout à l'heure le gouvernement, vous avez énuméré les populations, les autorités administratives. Parce qu'en fait, c'est cet attelage-là qui fait en sorte que la crise cesse, qui va faire en sorte que la crise cesse ou bien continue dans ces régions. Justement, les leaders religieux Hilaire Zipan qui critiquent, je les cite, la lenteur et les méthodes inadéquates avec lesquelles le gouvernement agit pour résoudre le problème. Ils ont, dans cette déclaration, dénoncé les exactions des groupes armés séparatistes, mais aussi l'utilisation disproportionnée de la force par les forces de défense et de sécurité déployées dans ces régions anglophones. Il faut dire que le pic de cette crise est crescendo depuis pratiquement le moment où le pays amorce les élections. C'est à dessein. Pour ces séparatistes, c'est à dessein. La deuxième chose, aujourd'hui, 2 ans après, on peut déjà évaluer à peu près ce que nous coûte cette crise. Voilà. Il y a à peu près 8 000 emplois dans le nord-ouest et le sud-ouest qui ont disparu. 8 000 emplois, c'est énorme. On perd à peu près une 60aine de milliards, c'est énorme. Et je pense que les candidats à l'élection présidentielle, qui est un moment extrêmement important, parce que le président de la République est la voûte de la nation, devrait proposer des solutions de sortie de crise. Et cette solution de crise doit être certainement un moment
suffisamment réfléchi pour ces candidats-là. Je vous prends des exemples. Tous les candidats vous disent que l'adversaire de cette crise, c'est M. Biya. Donc pour eux, c'est M. Biya et l'adversaire. Mais en même temps, ils sont concurrents. Ça veut dire que l'offre politique qu'ils font pour résoudre la crise est différente d'un candidat à un autre. Et par conséquent, on demande à ce peuple qui doit trancher le choix de son chef de choisir dans plusieurs offres. Décidément, ils ne comprennent rien. Il faut un candidat consensuel, M. Kounié. Il n'y a pas une autre méthode. Sinon, l'option fédéraliste, faite par M. aussi. L'option régionaliste, faite par M. Kamto, avec statut spécial à la zone anglophone. L'option régionaliste, faite par M. Cabral. L'option décentralisée, faite par M. Biya, feront ce que vous voyez que les Camerounais sont perdus. On a besoin de refondre nos institutions. On a besoin de repenser le pays et on part sur le prisme selon lequel le Cameroun est un et indivisible, mais la forme de l'État, on peut en débattre. Voilà avec ta permission, juste un petit ajout pour compléter la pensée de Hilaire, pour dire que certains candidats ont pris des engagements fermes concernant la crise. Joshua aussi a dit qu'il se donne 100 jours pour mettre un terme à la crise s'il est élu le 7 octobre. 30 jours pour faire revenir la paix. Ensuite, non pas pour dire qu'en 100 jours, on aura réglé le problème, toute la profondeur du problème. Mais au moins, en 100 jours, les armes vont cesser de crépiter de ce côté-là. Monsieur Kamto, hier, dans sa première sortie dans le littoral, dans l'une de ses premières sorties dans le littoral, dans le cadre de la campagne électorale qui s'est ouverte hier, a indiqué clairement que s'il est élu le 7 octobre, son premier voyage serait dans la zone en crise. Mais ça ne règle pas le problème. C'est les engagements. C'est les engagements. À ce sujet, la déclaration des leaders religieux Hervé et Emmanuel Nkom, ils critiquent quand même le gouvernement, estimant que ces méthodes sont inadéquates et qu'il faut agir dans l'urgence. Ils ont demandé à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures fortes, à la fois pour punir les différents groupes armés dans les régions anglophones, mais aussi ceux des forces de sécurité et de défense qui se retrouvent en train de commettre certaines bavures. Le gouvernement a appelé à initier dans l'urgence un plan national pour résoudre cette crise et traiter de ses causes profondes. Comment vous réagissez à cette nouvelle interpellation? Je voulais d'abord faire une parenthèse rapide. Je vais offrir le livre Je n'en ai pas besoin, c'est du charabia, je ne lis pas ça. Je n'ai même pas on ne traite pas le livre du charabia. Messieurs, soyons courtois et polis. Soyons courtois et polis. Je n'en ai pas besoin. Emmanuel Kounié, permettez à Hervé, je vous en prie, permettez à Hervé Emmanuel Nkom à la parole sur ce plateau. Je vais offrir le livre à M. Kounié parce que pour quelqu'un qui s'autoproclame tout le temps intellectuel, il est curieux qu'il commente un ouvrage qu'il n'a jamais lu. Le président même a lu. C'est ça, le propre des individus comme M. Kounié, c'est de commenter ce qu'il ne maîtrise pas. Et ça, je laisse au peuple l'apprécier. Ce que nous souhaitons, d'abord, si vous lisez le programme, la profession de foi que je vais aussi offrir aux uns et aux autres, parce qu'elle est là, du candidat Paul Biya, il est tout à fait clair que le président est pour un pays de paix, un et indivisible, et sur ce point-là, il n'y a pas d'ombre. Quand je vois les programmes des autres candidats, des 8 autres candidats, qui le matin, ils sont pour un SMIC à 160 000, ils suppriment les NAM, le soir, ils disent que non, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils ont dit. C'est du zigzag, un peu comme les suites-glaces d'une voiture. Et sur la crise anglophone, justement, sur la gestion de cette crise qui est critiquée par les leaders religieux, ça fait 2 ans quand même, Hervé Emmanuel. Monsieur Nouflek, si c'était une invitation qu'on avait adressée aux terroristes, on leur aurait déjà dit, bon, débarrasser le plancher, la fête est finie. Ce sont des entreprises dont vous et moi n'avons pas le contrôle, sauf les entrepreneurs ou ceux qui sont en contact avec eux, comme Kounié. Donc, aujourd'hui, la volonté est claire. Le président veut un pays un et indivisible. Il est en charge de l'unité de ce pays, prête serment pour l'indivisibilité de ce pays, et il doit protéger le territoire, les biens et les personnes sur ce territoire. Mais ça doit se faire dans le cadre de l'état de droit. Vous ne pouvez pas donner des dispenses à des entreprises et des associations pour porter atteinte à l'unité. Quand j'ai fini de le dire, sur la déclaration de ce que vous appelez les religieux,
Ben, écoutez, nous sommes dans un État laïque. Et c'est bien que toutes les associations, les couches de la République s'expriment sur une question qui nous préoccupe. En cela, d'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que les compromissions des différents candidats, je ne vais pas faire les juges, et qu'ils ne sont pas clairs sur cette question, vont les rattraper. Parce que nous allons entrer au moins en grande partie, parce qu'une élection se fait sur un agenda prioritaire. C'est vrai, les Camerounais ont des problèmes de poubelles à Douala ou des embouteillages. Ou vos camarades du parti ont mis la vie dans la merde, non? C'est pas tes camarades du parti qui ont mis la vie dans la merde? Faut le dire. Je suis toujours malheureux. Alors, monsieur, c'est pas ton camarade du parti qui a mis la merde? Employez des mots quand même qui n'incitent pas. Ben, il faut quand même qu'ils dénoncent ce qu'il faut dénoncer. Il n'hésite pas à employer des mots courtois. Les gens on voit des poubelle. co-panélistes sur ce plateau. Il n'hésite pas. La question, c'est sur la crise anglophone. Et Hervé Emmanuel a la parole. Quand vous voyez un conseiller qui de surcroît a été grand conseiller et qui dénonce les poubelles, c'est qu'il n'a rien fait dans sa mission. Non, moi j'ai fait ça. Alors, et donc, par conséquent, il a passé le temps à piller la République. À piller la République. C'est des gens comme ça, des militants parasites compradors qui sont dans vos rangs. Hervé Emmanuel, allez-y. Hervé Emmanuel, on reste sur le débat de fond. Faut le dénoncer. On reste sur le débat de fond, messieurs, qui concerne la gestion de la crise anglophone. Comment on fait concrètement? Vous voyez une situation comme celle-là, et je vous disais qu'à l'occasion de cette élection, qu'on le veuille ou pas, le peuple souverain qui a besoin de paix va procéder comme dans un référendum sur ceux qui sont pour la paix et l'unité du pays et ceux qui veulent en faire le laboratoire. Et ils ne peuvent pas aller très loin parce qu'ils ne disent rien. Vous voyez les candidats qui ont un chapelet d'affirmations gratuites sans évaluation. Sur le plan économique, quand on leur dit voilà ce que coûte une mesure que vous proposez, et ils battent en touche, ils disent que on étale ça sur 15 ans. Quand ils disent par exemple ils vont construire un hôpital dans chaque carrefour du Cameroun, on leur dit voilà ce que ça coûte et le nombre de médecins qui vaut. Vous voyez, nous avons là certains qui ont transformé l'élection en cours de récréation ou en campus et d'autres qui sont des apprentis sorciers qui disent n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de la crise anglophone? Parce que là, ça fait 2 ans et les leaders religieux estiment que les méthodes que vous utilisez jusqu'ici sont inadéquates. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Monsieur Noufélé, dans ce pays, il faut que les uns et les autres se disciplinent un peu. C'est ce qu'on enseigne aux élèves de première année d'économie au moins, la division du travail. Vous comprenez? Que les journalistes restent dans leur rôle d'éclaireurs de la vérité, même comme cette élection a fait tomber le masque, on a vu le concubinage qui existe entre certains journalistes, certains médias avec les hommes politiques. Regardez, ils se font même payer pour être dans les équipes de campagne. Vous avez un qui était dans votre... Laissez-moi terminer. Vous avez un qui était dans votre journal, qui tous les matins se présentait comme c'est injuste. Il a déjà eu 2 employés politiques. Et là, il a fini chez un pasteur. Et qu'est-ce que le gouvernement propose? Donc, le gouvernement, le candidat Paul Biya, parce qu'il ne s'agit pas du gouvernement, le candidat Paul Biya propose dans les 30 objectifs pour le Cameroun que le pays reste uni et qu'ensemble, nous puissions progressivement construire une république une et indivisible décentralisée. C'est-à-dire, il faut, c'est vrai, nous le reconnaissons, qu'on étale l'administration, qu'elle devienne de proximité et que le sentiment d'arrogance que les administrés peuvent de temps en temps percevoir soit écarté. Alors, nous ne pouvons pas avoir une république où tout le monde est sain. Quand M. Kounié dit qu'il faut combattre, par exemple, la corruption, je suis d'accord, mais il se trouve que ses propres amis font les marchés publics, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, chacun doit balayer chez lui, au lieu d'être des donneurs de leçons. En tout cas, pour Paul Biya, le Cameroun est un et indivisible, et il fait tout. Maintenant, il faut cesser dans des débats de mettre à équidistance l'armée camerounaise et les bandes terroristes. J'ai entendu M. Zongandi sur un média, je le cite parce qu'il peut me contacter. Il a réduit la police nationale à une police tribale. C'est un vocabulaire qui ne sert pas l'intelligence, qui crée les troubles. Et M. Kounié, si vous voulez faire le désordre à l'occasion de ces élections, vous trouverez la République devant vous. Après, Hervé Emmanuel, en un mot, Emmanuel Kounié, sur cette crise anglophone qui secoue la République du pays du Cameroun depuis déjà 2 ans, les leaders religieux estiment que cela doit être la priorité pour tous les candidats à l'élection présidentielle. Comment faut-il faire pour sortir de cette crise? Vous me permettez, je voudrais seulement dire à Hervé que s'agissant du désordre, si eux trichent les élections, ils nous auront devant eux. Qui va tricher? Comme c'est des fraudeurs patentés, nous les attendons au carrefour. Tu es mauvais élève. Vous allez voir. Tu ne fais pas le concours, je voudrais dire que le SDF a décliné
décliné, le président. Quel SDF? Le président aussi Joshua a décliné, n'est-ce pas, tout ce qu'il fera, tout son chapelet d'action qu'il va mener, n'est-ce pas, pour mettre fin. Il change de programme. Il a dit ceci. La première des choses, dès qu'il est élu, il va déclarer que nous allons faire une conférence nationale, vérité, réconciliation, réparation. On va le dire, ça c'est ce qu'on va dire. Quand tu parles au nom de tu il y aura dans son équipe. Moi je suis dans l'équipe. Monsieur, je suis dans son équipe et je ne demande pas. Hervé Emmanuel, je vous en prie, messieurs, soyez polis. Moi je suis dans l'équipe. Arrête ton histoire. Hier nous étions. Oui, je voulais lui dire que hier nous étions à Lou et un sous-préfet a chassé les chefs traditionnels qui étaient à la tribune. Joshua leur a dit ça ne se passera pas comme ça prochainement. C'était hier. Nous étions à la tribune. Les chefs traditionnels sont venus avec nous et le sous-préfet qui était d'ailleurs invité. D'ailleurs, cela s'est passé. Vous avez invité le sous-préfet à vos meetings? Oui, on l'a invité à nous. Il a envoyé des gens récupérer tous les chefs traditionnels pour que les chefs traditionnels ne participent pas. Et Joshua a parlé longuement de cela pour te dire que je suis. Alors, sur les propositions. Maintenant, sur les propositions, je viens de lui dire, nous faisons cette déclaration et au sortir de cette déclaration, nous mettons sur pied un programme. Le programme, c'est le programme désarmement, démobilisation, réinsertion. Parce que ces gens, ces bandits qui sont en train de lutter contre l'armée, ces bandits qui sont en train de lutter contre l'armée, chacun a une arme. Et cette arme, c'est devenu leur outil de travail. Quand ils sortent le matin, c'est des enfants qui étaient dans le chômage. Quand ils sortent le matin, le soir, s'ils n'ont pas d'argent, ils vous braquent, ils prennent 5 000, ils prennent ceci, ils prennent cela. Donc ça leur sert déjà. Il faut les amener à déposer ces armes. Mais on ne peut pas leur dire déposer les armes comme j'entends les Hervé dire il faut. Nous allons dire que nous allons mettre sur pied un programme de désarmement. Démobilisation, on va les démobiliser et puis on va les réinsérer. On va d'abord réinsérer, ça te fait rire, mais laisse-moi parler parce qu'on te laisse parler. Allez-y. Je voudrais donc te dire que nous allons commencer la réinsertion en récupérant ceux qui ont quelques aptitudes pour mettre dans les forces de défense. Et puis tout le reste, la grande majorité, nous allons voir dans quelle mesure on va. C'est du vocabulaire, tout ce que tu racontes. Toi, tu n'as pas de vocabulaire. Emmanuel, restez sur vos propos. Allez-y. Je disais donc que nous allons mettre sur pied un programme de réinsertion dans l'agriculture. Et ce programme de réinsertion dans l'agriculture, ce programme de réinsertion dans l'agriculture va passer d'abord par une réforme agraire, parce qu'on va d'abord partager les terres. Nous allons nous assurer. Nous allons les assurer. On va faire une réforme même du régime foncier domanial. C'est le communisme. On va le faire. Et puis on va partager les terres. Et on va s'assurer, n'est-ce pas, que ces enfants qui ont des terres ont des titres fonciers sur les terres qu'ils ont. Et puis nous allons pouvoir, dans le cas de la réforme agraire, leur faire un encadrement pour leur dire ce qu'ils doivent cultiver. Nous allons leur proposer un programme opérationnel et on va le déposer. Parce que tous ces gars qui portent des armes, aucun n'a démissionné de son poste de travail pour aller porter une arme. C'était des gens, c'était des enfants qui n'avaient rien à faire. Ça se recrute dedans. Dans le Nord, Boko Haram, ça se recrute parmi les gens, les gens qui ne font rien. Parce que le RDPC a tué systématiquement tout ce qu'il y avait comme emploi. Donc nous avons un programme de désarmement, de réinsertion et qu'est-ce que j'ai dit? Désarmement, de démobilisation, de réinsertion. Et quand nous allons le dire, nous allons le présenter ainsi, nous allons démarrer ce programme. Ils vont... Merci, Emmanuel Kounié. Merci également Hilaire Zipan du mouvement progressiste. Merci à vous, Alain Dupou, conseiller du directeur de publication du journal Le Messager. Merci Hervé Emmanuel Kounié, membre titulaire du comité central du RDPC. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.